Chers étudiants et étudiantes, bienvenue dans votre module de compétences en communication. Alors aujourd'hui, nous allons commencer ensemble à traiter le premier chapitre qui porte sur les notions de base de la communication. Alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est que la communication interpersonnelle, son importance, quels sont les 5 principes de base de cette communication et donc aussi nous allons étudier ensemble le processus, les composantes de la communication interpersonnelle ainsi que l'influence de la personnalité sur la communication. Alors, tout d'abord, comme introduction, la première chose que nous devons savoir, c'est que on doit tout d'abord connaître ce que l'on veut exprimer. On va ici, si on ne connaît pas, si on ne sait pas exactement qu'est-ce que nous voulons transmettre, quel est le message exactement que nous voulons passer, d'accord? Et ça va être fait au, chez l'émetteur en phase d'intention. Nous allons comprendre ça plus lorsque nous allons voir ensemble le processus de communication. Ensuite, le plus grand problème dans la communication, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. La majorité des communications euh, se fait uniquement pour pouvoir répondre. Donc ici, je suis en position de communication. Il y a donc deux interlocuteurs qui sont en train d'échanger et le deuxième interlocuteur, il est ici en train d'attendre son tour pour pouvoir répondre. Il n'est pas en position, il n'est pas dans un état qui va lui permettre de comprendre ce que l'émetteur il est en train de dire. Ensuite, la communication, elle est unique et irréversible. Une fois vous avez exprimé votre message, il n'y aura pas une autre possibilité de faire un retour en arrière, d'accord? Et c'est- cette communication, elle va dans un sens qui est unique. Autre, la qualité de la communication. Écoutez très bien. La qualité de la communication, la richesse des échanges et la vitalité des partages qui nourrit les relations et les maintient vivantes. Donc ici, l'importance et l'importance de la communication et non pas n'importe quel type de communication, mais on va la qualifier d'une communication de qualité. Cette communication de qualité, elle va s'impacter sur la nature de nos échanges. Lorsqu'on parle d'échange, ça veut dire qu'il y a une relation entre deux partenaires ou deux interlocuteurs. Donc, c'est grâce à cette richesse, c'est que on va nourrir cette relation et on va lui donner une vie. Ça veut dire c'est une relation, c'est une communication qui va durer dans le temps. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que la communication? Alors, on définit la communication comme l'ensemble des processus physiques et psychologiques, faites attention, psychologiques, faites attention ici, donc psychologiques et physiques, par lesquels s'effectue l'opération de mise en relation d'une ou de plusieurs personnes en tant qu'émetteur avec une ou plusieurs personnes en tant que récepteur en vue d'atteindre certains objectifs.
ici, les mots que nous pouvons donc euh, souligner là-dessus, c'est que cette communication, elle englobe à la fois du physique, du psychologique. C'est une opération dont l'objectif, c'est de créer une relation entre deux parties, émetteur et récepteur. Et il y a un objectif qui est très clair de cette communication. On n'est pas en train de communiquer, donc, comment dirais-je, de tort et à travers et dans n'importe quel sens, mais on doit être, je vais utiliser le terme ici, conscient. Conscient de quoi? De l'objectif. Pourquoi maintenant je suis en train de communiquer? Quel est mon objectif de cette communication? Donc ici, la première chose que vous allez apprendre et commencer à pratiquer dès maintenant, avant de communiquer, vous devez fixer votre objectif. Autre façon pour vous définir la communication interpersonnelle, donc ici, nous avons l'émetteur qui a un ensemble d'idées, de connaissances, d'émotions. On a aussi de l'autre côté le récepteur qui a lui-même ses propres idées, connaissances et émotions. Donc, le processus de communication, c'est le fait de transmettre un message à travers quoi? À travers les paroles, les gestes, le langage, les écritures, dans un objectif de quoi? D'établir et maintenir une relation. Donc ici, mon besoin de communication est de créer cette relation, mais je ne vais pas arrêter seulement et uniquement juste pour cette création, mais je dois maintenir cette relation. Donc, en d'autres termes, communiquer, c'est rester en contact les uns avec les autres, et on sait tous que on ne peut pas vivre sans communiquer et sans les autres. Communiquer clairement permet de combler nos besoins. Donc ici, lorsque on parle de fixation d'objectifs de communication, ça veut dire que moi, par exemple, en tant qu'émetteur, si je vais poser la question à un récepteur, ça veut dire que, par exemple, mon besoin, c'est quoi? C'est de connaître, c'est de m'informer. Ça, c'est un besoin à combler. Donc ici, j'ai besoin de connaissances auprès de mon récepteur. Alors, le schéma maintenant de la communication interpersonnelle. Comment je peux schématiser ce processus de communication? Alors, j'ai toujours un émetteur et un récepteur, propre à chacun, donc ses idées, ses connaissances, ses émotions. L'émetteur ici, euh, il va passer un message sur un sujet donc bien déterminé à l'aide de canaux et de médias. Donc, ça peut être le téléphone, ça peut être donc la communication écrite, ça peut être aussi, on va voir donc un peu plus loin dans le cours, donc la communication donc ici non verbale. Donc, avec un processus de code, il va passer ce message-là. Donc, lorsque mon émetteur il va transmettre ce message, il doit tout d'abord le coder. On va comprendre qu'est-ce que c'est que le codage ensemble. D'accord? Et lorsque mon récepteur il va recevoir ce message-là, il va procéder à un décodage. L'objectif de ce décodage, c'est le fait de pouvoir comprendre ce qu'il a reçu. Donc, en d'autres termes, donc ici, on parle de la compréhension du message reçu.
D'accord? Et ce récepteur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir compris le message, il va formuler son feedback ou ce qu'on appelle une rétroaction. Ce feedback-là, donc, qu'il va aussi le transmettre et le communiquer à son émetteur, a aussi un objectif. Alors, je vous donne un flash. Le feedback, ça sert à ce que mon émetteur, il vérifie et il certifie que son récepteur, il a bien reçu le message tel qu'il a donc envoyé, tel qu'il l'a transmis. Une chose ici qui est très importante lorsqu'on parle de la communication interpersonnelle, c'est que vous devez savoir que à chaque situation de communication, il y a des spécificités. Donc ici, chaque communication, elle a un contexte, un environnement, un cadre spatio-temporel qui sera différent des autres. Par exemple, je vous dis que euh, lorsque on est dans une réunion de travail, donc euh, euh, il y a un ton, il y a une situation, il y a un environnement que nous sommes en train de communiquer. Donc ici, il y a certaines règles que nous devons respecter et prendre en considération lorsqu'on communique. Par exemple, si on communique donc entre amis, par exemple dans un jardin public, donc ici, le contexte change, les personnes, l'émetteur et les récepteurs changent. D'accord? Donc, ça, c'est tout ce qui concerne ce schéma donc, de communication interpersonnelle, sans pour autant donc ici oublier l'existence des bruits. Ces bruits vont venir et vont s'installer en communication et elles vont perturber cette communication selon leur puissance. Il y a des bruits qui peuvent impacter donc faiblement la communication sans la faire interrompre donc dans le temps. Autre type de bruits donc qui vont venir s'installer lors de cette communication et qui vont donc causer la rupture et la coupure totale de la communication. Donc, on va ensuite comprendre plus la nature de ces bruits et qu'est-ce qu'ils peuvent causer pour une situation de communication. Lorsqu'on parle de situation de communication, l'individu doit être conscient. Conscient de quoi? Conscient qu'il existe et qu'il est en train de communiquer dans un contexte bien déterminé. Et la communication elle-même, elle a 5 principes, d'accord, euh, à connaître et à prendre en considération. Alors, lorsqu'ici je parle de communication, il y a 3 choses qui sont primordiales et qui sont la base donc de toute situation de communication. C'est tout d'abord le contexte, la nature de la relation entre émetteur et récepteur et le message à transmettre. La question maintenant que tous on peut la poser, pourquoi on est en train de communiquer? Premièrement, pour informer, pour apprendre, pour entrer en relation avec autrui, pour partager un avis, pour exprimer une opinion, pour convaincre, pour influencer. Donc ici, les raisons pour lesquelles donc, nous sommes en train de communiquer, donc on les connaît tous. Euh, Certains veulent avoir de l'information pour s'enrichir, pour pouvoir prendre des décisions lorsqu'on parle d'entreprise. Lorsqu'on est donc en train de faire une réunion de travail, par exemple, nous devons savoir comment on va exprimer donc notre opinion, comment nous allons essayer de persuader et convaincre l'autre donc de la justesse
de notre opinion ou de notre idée. Alors, ici, euh, je vais, je vais donc ici vous pouvoir expliquer l'importance de savoir bien communiquer. Maintenant, on connaît que c'est évident, on ne peut pas ne pas communiquer et on a besoin, donc c'est un besoin profond en nous, le fait de vouloir communiquer. Mais moi, ici, je vais ajouter le fait de savoir bien communiquer. Il y a une différence entre communiquer n'importe comment, n'importe où, donc sans respecter et sans connaissance des bases de communication, et le fait de bien communiquer. Alors, ici, lorsque je suis en situation de communication, vous devez savoir que je suis en train d'utiliser ces savoir-faire pour euh, maîtriser les compétences que j'ai. Donc ici, communiquer, ça va m'aider à gérer et à appliquer toutes ces connaissances et ces compétences pour donc ici arriver à développer mon savoir-être comme communicant. Les compétences sont quoi, par exemple? Donc ici, j'ai le fait que je suis un manager dans une entreprise, je peux motiver les équipes, je peux motiver les subordonnés. Donc, je peux avoir ou être en face d'un problème et je dois résoudre ces problèmes-là. Je vais communiquer pour obtenir de l'information, pour organiser et pour déléguer. Et pour pouvoir gérer toutes ces compétences et les mettre en œuvre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser des outils de communication. Alors, c'est cette pratique, c'est le fait de utiliser ces connaissances-là et d'essayer donc d'améliorer notre savoir-faire. Ça va m'aider à développer mon savoir-être. Et ici, vous devez savoir une chose, c'est que lorsqu'on va communiquer, gardez toujours en tête qu'on est en train de communiquer, que ce soit au niveau de la vie personnelle et au niveau aussi de la vie professionnelle. Donc ici, ce savoir-être, donc, il va donc se manifester en action et au niveau émotion et au niveau cognition. Donc ici, maintenant, si nous, euh, il faut donc, comment dirais-je, il faut sentir cette importance, il faut toucher l'importance de bien communiquer, d'accord? Parce que elle a, donc ici, on doit sentir l'importance et l'impact de la communication donc sur notre avancement au niveau personnel et au niveau professionnel. On passe maintenant pour comprendre ensemble les 5 principes de base de la communication interpersonnelle. Alors, le premier principe, c'est que on ne peut pas ne pas communiquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? En communiquant, le récepteur perçoit 3 types de communication, à savoir la communication verbale, la communication paraverbale, tout ce qui est intonation, nous allons les étudier ensemble, et la communication non verbale. Ça veut dire ici, c'est une communication qui utilise ici les gestes, que ce soit avec les bras ou les gestes faciaux. D'accord?
Ensuite, la synergie entre les trois types de communication sera la base d'une communication de qualité. Ici, on va la comprendre. euh, je vais essayer donc ici de vous expliquer. Une bonne qualité de communication, ça veut dire que ma communication verbale, elle doit être euh, compatible avec ma communication paraverbale, avec aussi ma communication non verbale, pour que je puisse qualifier cette communication de qualité et d'efficace. Donc ici, on sent que euh, qu'il y a donc ici de la clarté, de la transparence et on sent qu'il y a de la vérité dans ce qui a été dit et ce que nous sommes en train de, de, de comprendre à travers la communication non verbale de notre récepteur. Alors, ce que cache mon langage, mon corps le dit. Mon corps est un enfant entêté, mon langage est un adulte civilisé. Donc ici, lorsque nous allons transmettre un message bien déterminé, nous pouvons donc dire verbalement une chose, d'accord? Mais notre corps, par exemple, il va donc euh, agir d'une façon qui est contradictoire à ce que nous venons de dire. Donc, de ce fait, on comprend euh, que la personne qui est en face de nous, d'accord, n'est pas, n'est pas sûre peut-être de ce qu'elle ce qu'elle a donc transmis, d'accord? Et de ce fait, la communication peut être perturbée. On va sentir un peu de la frustration. On va pas être à l'aise dans cette communication. Le deuxième principe, c'est que toute communication, elle présente deux aspects. J'ai toujours ici mon émetteur, mon récepteur. Le premier aspect, c'est le contenu à transmettre. Qu'est-ce que je vais transmettre? Ça, c'est de un. Et de deux, le deuxième aspect, c'est que la relation. La relation, donc, est-ce que, il y a de l'interdépendance entre émetteur et récepteur? La nature de la relation. Est-ce qu'il y a de la confiance? Et on connaît tous pour pouvoir convaincre, nous avons besoin d'installer donc de la confiance des deux côtés, côté émetteur et côté récepteur. Si on est dans une relation de confiance, ça veut dire que de part et d'autre, on peut communiquer l'émotion. Par contre, en absence de confiance, ça veut dire le stress et la colère, ils vont s'installer dans ce contexte de communication. Le troisième principe, c'est que l'interlocuteur, il va ponctuer ses phrases d'une certaine manière selon sa culture, la nature du pouvoir qu'il a avec son récepteur. Donc ici, regardez vraiment la sensibilité du processus de communication, même la ponctuation, elle joue un rôle, d'accord, dont, dont la qualité et dont la transmission des messages et la compréhension du message transmis. Cette ponctuation séquençage de la communication détermine la nature de la relation émetteur-récepteur. L'objectif de la ponctuation, c'est comprendre les intentions de l'autre et éviter les interprétations. Par exemple, si une personne, elle parle sans arrêter, sans donc mettre fin à des phrases, sans prendre
des instants d'arrêt, d'accord? Ça va donner et ça va créer dans l'IMA et dans la compréhension du récepteur, donc une fausse interprétation sur cette personne-là. Donc, troisième principe, la ponctuation, elle est essentielle et nous devons prendre en considération la ponctuation lorsque nous sommes en train de transmettre nos messages. Le quatrième principe, c'est le fait que nous sommes en train de communiquer de façon digitale, donc de façon symbolique, en mobilisant beaucoup le verbal. Et nous sommes aussi, on utilise donc le deuxième mode, c'est le mode analogique, ça veut dire intuitive, qui repose sur les gestes, les images et les comportements. Alors, ce qu'on peut conclure de ce principe, c'est que le contenu informationnel d'une communication est digital, alors que la relation sont définies par la communication analogique. On peut comprendre, même si on est en train ici de regarder deux personnes qui sont en train donc d'interagir, grâce donc euh, grâce à leur mouvement donc du corps, à leurs gestes, alors donc les gestes corporels et les gestes donc ici faciales, donc on pourra détecter quelle est la relation entre ces deux interlocuteurs. Donc ici, pour une communication claire et transparente, l'interlocuteur doit utiliser les deux modes. Cinquième principe, c'est que l'interlocuteur, il se positionne par rapport au comportement et à l'attitude d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Alors, il y a deux situations possibles dans un processus de communication. La première donc situation, c'est que émetteur et récepteur sont dans une relation complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, l'émetteur, il a plus de pouvoir, il est dans une position haute, d'accord, par rapport à son récepteur qui est donc dans une position basse, d'accord, et qui est dans une position inférieure à celle donc de son interlocuteur. Donc, et cette relation de complémentarité, d'accord, elle va causer et elle maximise la différence. Et rappelez-vous de la dernière citation qui existe dans la partie donc de présentation de ce cours. On a dit que nous devons apprendre à communiquer, d'accord, tout en respectant la différence. Dans la deuxième position, les deux émetteurs et récepteurs, ici, ils sont dans une position paritaire. Qu'est-ce que ça veut dire une position paritaire? Ça veut dire qu'ils sont dans une relation symétrique, donc on est dans une situation et une relation d'égalité. Personne n'est le dessus sur l'autre. Et cette position, elle va minimiser la différence. Et la relation symétrique, elle nous permet donc ici d'avoir une bonne communication qui repose sur des échanges égaux pour réaliser une compréhension du langage verbal et non verbal. Donc ici, si nous voulons tous réussir nos communications, nous devons appliquer
ces 5 principes. Alors, après avoir compris les principes de la communication interpersonnelle, maintenant, quels sont les enjeux de la communication interpersonnelle? Premièrement, le premier enjeu, c'est le fait de pouvoir modifier la perception ou le comportement de l'autre. Ça veut dire pousser l'autre à penser ou faire quelque chose. Ensuite, c'est le fait de donner une image valorisante de soi, être reconnu, défendre son espace et se positionner. Troisième enjeu, c'est le fait de créer et maintenir la relation avec autrui. Et quatrième enjeu, c'est les acteurs dévoilent une partie de leur personnalité, mais l'accès à l'intimité n'est pas toujours autorisé. Donc ici, lorsque on est en train de regarder deux personnes qui sont en train de communiquer, donc en mesurant peut-être la distance et le degré de rapprochement entre ces deux interlocuteurs, nous allons pouvoir déduire, donc ici, quelle est la relation entre eux. D'accord? Ensuite, le cinquième enjeu, c'est le fait d'informer ou de s'informer. Passons maintenant à étudier ensemble le processus et les composantes de la communication interpersonnelle. Alors, le processus maintenant de la communication interpersonnelle. Nous avons toujours notre émetteur et notre récepteur. D'accord? Alors, le processus, tout d'abord, il va commencer par l'intention. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention? L'intention, c'est que mon émetteur, il souhaite informer de quelque chose et il a un but précis. Ici, nous sommes à l'instant, à la première, donc à la première étape du processus de communication, c'est que mon émetteur, il a l'intention de d'informer et un but. Donc, cette information et ce but, il va essayer de quoi? Il va essayer de le traduire en quoi? En mots. Après l'étape donc de création de mots, donc l'émetteur, il va exprimer son message et il va l'envoyer. Donc, un, intention, le fait de traduire mon message en mots, et ensuite je vais l'envoyer en tant que émetteur. Ensuite, je vais transmettre. Donc, la quatrième étape, c'est la transmission de messages. À travers quoi? À travers les ondes sonores vers le récepteur. Cinquième étape, le récepteur, il va recevoir le message. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire, ce récepteur? Il va essayer de traduire ce message pour lui. Et la septième étape, c'est que le récepteur, il va comprendre le message. Donc ici, lorsqu'on parle de le fait de traduire les mots, les intentions en mots, on parle du processus de codage dont nous avons déjà parlé. Ensuite, lorsque ici, je parle du fait aussi de traduire le message, mais la différence, c'est que on est dans le côté du récepteur. Donc, c'est lui qui va faire ici, dans cette étape, le processus de décodage. Et ici, il y a une chose qui est très importante. De part et d'autre,
Les deux parties de la communication, ils ont de la responsabilité dans chaque étape de ce processus. Donc ici, par exemple, si je veux parler de la responsabilité de mon émetteur dans ce processus de communication, donc ça veut dire que euh, il a de la responsabilité lorsqu'il va choisir ses mots pour encoder et pour exprimer donc ici son intention. Et ici, donc, le récepteur aussi, il a euh, de la responsabilité de pouvoir être en écoute, en position d'écoute. Je vais qualifier cette écoute d'une écoute active parce que c'est cette écoute active qui va lui permettre de maximiser les chances de compréhension du message transmis par l'émetteur. Les composantes de la communication interpersonnelle. Donc, déjà, on connaît l'émetteur, c'est celui qui va transmettre le message. Le récepteur, c'est celui donc qui va recevoir. L'encodage, c'est le fait et l'action de construire un message. Le canal, donc, c'est un moyen utilisé pour faire passer un message. Le code, c'est un système de signes vocaux, gestuels et graphiques véhiculé donc par le canal utilisé. Le message, c'est l'information, l'idée ou le sentiment transmis. Le décodage, c'est le processus donc inverse de l'encodage, c'est l'action de recevoir et de comprendre le message transmis. Les bruits donc peuvent être physiques, psychologiques ou sémantiques. La rétroaction, donc ce qui est émis par le récepteur et qui confirme la réception du message. L'environnement, c'est le cadre spatio, donc temporel de la communication. Donc, restons toujours dans l'étude et la compréhension du processus de communication. Dans ce processus, il y a une chose qui est très importante à savoir et qui prend toujours place, d'accord? C'est que on va parler du phénomène de la déperdition du message. Vous devez savoir ici que chaque message transmis en communication, il va passer par ces 9 filtres. Nous avons dit ici que nous avons notre émetteur. Il pense quelque chose, d'accord? Il veut passer un message bien déterminé, d'accord? Et il va commencer. Donc, on va commencer du 100% jusqu'à, donc, on arrive parfois à 10 ou 30% du message qui sera retenu par mon récepteur. Autre chose pour que vous puissiez comprendre, c'est que il y a une différence entre le message dont l'émetteur pensait et réfléchir dans sa tête et le message qui a été compris par le récepteur. Exemple, les filtres utilisés pour décoder un email sont plus grossiers et moins faciles à réajuster en temps réel que d'une conversation en face à face. Donc ici, lorsque je suis en train de communiquer face à face. Donc ici, je peux donc m'exprimer, je peux donner plus de données d'explication pour éclaircir mes idées. D'accord? Et je peux donc maximiser ici les chances que mon récepteur il va me comprendre. Alors que en écrivant donc ici un email, je dois
prendre en considération que la lecture et la transmission de ces messages n'est pas la même. Donc, il y aura, en écrivant, on essaye de respecter le cadre, de donner plus d'informations, de suivre une logique de données, de ne pas oublier des informations parce que c'est écrit, c'est déjà envoyé. D'accord? On n'est pas face à la personne et nous sommes en train de lui passer l'information en direct. Et ceci, donc, en écrivant un email, on doit être donc plus précis et on doit, euh, comment dirais-je, nous devons euh, garder en tête que je dois avoir toutes les informations, euh, choisir aussi bien mes mots, aussi lorsque je suis en train d'écrire un mail, c'est pareil. Donc ici, mon objectif, mon principal objectif, c'est que mon récepteur, il va comprendre mon message tel que j'ai vu et j'ai voulu le transmettre. Alors, cette déperdition du message, on a parlé de la différence et des filtres. Donc ici, ce que je pense, entre ce que je pense, ce que je veux, et ce que je crois dire et ce que je dis. Ici, c'est la partie de qui? On est en train ici de parler de l'émetteur, partie émetteur. Ensuite, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez et ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez. Ça, c'est la partie du récepteur. Donc ici, voyez-vous que mon message, il va passer à travers ces 9 filtres, d'accord? Donc ici, imaginez du 100% et il va arriver à 10 ou peut-être 30%. Et pour atténuer euh, l'effet de cette déperdition du message, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les leviers que je dois utiliser? Premièrement, je dois veiller à ce que mon message il soit clair. Je dois donc voir les conditions et pouvoir garantir les conditions de réception de ce message-là. Donc, c'est une condition de calme, de silence, des conditions quoi favorables. Troisième chose, tenir compte du cadre de référence des destinataires, les valeurs, le contexte et les intentions. Donc, on va comprendre tout à l'heure c'est quoi le cadre de référence des destinataires. Le quatrième levier, c'est le fait d'éviter la surcommunication ou ce qu'on appelle de nos jours l'infobésité. Donc, la surcommunication, ça veut dire euh, donner des informations, trop d'informations, communiquer plus, donner plus d'infos. Peut-être que on va s'éloigner peut-être de l'essentiel et peut-être qu'on va oublier, par exemple, l'essentiel de notre communication. C'est pour cela, je vous ai dit que la communication, c'est tellement un processus qui doit respecter certaines règles et qui doit donc, on doit tout d'abord préciser l'objectif. En précisant l'objectif, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez dire exactement. Et ceci donc nous permet d'avoir plus de compréhension. Donc ici, lorsque je suis en train de diminuer cette déperdition, donc ici, je suis en train de donner plus de chances pour mon interlocuteur de comprendre donc le message. Et ceci va se refléter
sur la continuité de la relation. Alors, lorsqu'on parle de processus de communication interpersonnelle, il y a ce qu'on appelle la perception. Alors, vous êtes certainement en train de vous dire, qu'est-ce que c'est que cette perception-là? Alors, la plupart de nos difficultés relationnelles sont liées à des perceptions différentes, donc des attentes différentes. Donc, ici, selon cette image-là, on voit que ça, c'est le sujet de la discussion. Ça, c'est l'avis du premier, du premier donc interlocuteur. Et ça, c'est ce que voit et perçoit le deuxième interlocuteur. Ici, lorsque les conflits, elles naissent, ou les malentendus, elles prennent place en, en communiquant, ça veut dire qu'il y a ici une différence de perception donc, sur un sujet bien déterminé. Donc ici, émetteurs et récepteurs n'ont pas les mêmes perceptions sur une même réalité. Il faut se rendre compte que nous voyons tous et tout le monde donc d'une manière particulière et différente. Et nous croyons tous voir la vérité. Ça veut dire l'émetteur, il voit ça comme étant la réalité, la vérité, et le récepteur, donc, euh, il voit donc de cette façon la réalité ou donc la vérité. Selon Pablo Picasso, écoutez très bien qu'est-ce qu'il est en train de dire, d'autres ont vu ce qui est et ont demandé pourquoi. J'ai vu ce qui pouvait être et je me suis demandé pourquoi. Donc ici, c'est la perception, elle influence quoi? Notre façon de voir les choses. Et les perceptions, elles sont différentes. Alors, maintenant, je vais vous montrer ces trois images et je vais vous demander, au premier vue, quelle est votre perception pour chaque image. Ici, on va se poser la question, est-ce que nous avons tous la même perception de ces images? Par exemple, la première image, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Qu'est-ce que vous avez vu au premier? D'accord? Ici, c'est très clair que j'ai donc mon émetteur et mon récepteur et nous avons un sujet sur lequel nous sommes en train de communiquer, de parler. D'accord? Et ceci donc vous montre que l'émetteur, il voit donc cette vérité ou cette réalité comme étant 6 de son côté et que donc ici, mon récepteur, il voit donc cette réalité comme étant 9. Donc ici, la question, lorsqu'on est en train de communiquer, on a chacun sa propre perception de la vérité, de la réalité. Donc, je vous invite, je vous invite donc à faire l'expérience sur les deux autres schémas et regardez donc le résultat sur deux ou trois personnes. Donc, montrez l'image à deux ou trois personnes et regardez quelle sera leur perception. Alors, c'est quoi maintenant la perception? La perception, c'est l'action ou la fonction par laquelle l'esprit se représente les objets. Maintenant, lorsqu'on parle de la représentation des objets, ça veut dire qu'il y a un sens, donc on va utiliser
donc tout ce qui est visuel. Vous devez savoir que lorsque je parle de perception, ça veut dire que je vais utiliser mes cinq sens. La perception, elle va me permettre de recueillir, percevoir et collecter les informations et de faire une représentation de ce que j'ai perçu. Ensuite, la perception, c'est la réalité que nous percevons et le fruit de notre culture et de nos filtres personnels. Culture, le langage, l'émotion, les désirs, les attentes, les histoires, le vécu et le milieu social. Notre perception de la réalité, elle est subjective, ça veut dire qu'elle est propre à nous, puisqu'on va utiliser nos cinq sens. Donc, elle sera une réalité qui est subjective ici. Donc, des personnes différentes voient des choses différentes et fassent des lectures diverses des mêmes faits. Donc, ici, ce que je peux conclure, c'est que lorsque un jour, un malentendu, il va se déclencher au cours d'un processus de communication, ça veut dire que il y a une différence de perception et cette différence de perception, donc, c'est elle donc la source de ce malentendu. Alors, la perception face à une même réalité, chacun a sa propre perception. Ce- donc ici, cette perception, elle est traduite par les cinq sens. Regardez très bien ici l'image. J'ai uniquement une seule réalité, une seule vérité, d'accord? Mais elle est entourée de plusieurs perceptions. Une bonne perception, qu'est-ce qu'elle exige? Elle exige une bonne connaissance de soi, de sa culture, de ses filtres et une bonne ouverture sur l'autre avec sa différence. Maintenant, on va étudier ensemble c'est quoi aussi le cadre de référence. Le cadre de référence, donc, c'est l'ensemble d'idées, d'opinions, de valeurs propres à un individu ou à un groupe, donc ici, et en fonction duquel cet individu donne un sens à ce qu'il dit ou reçoit. Ce qu'on veut comprendre, c'est que dans la communication, ce qui compte, c'est ce que l'autre comprend et non pas ce que vous êtes en train de dire. Ici, l'essentiel, c'est que en tant qu'émetteur, j'essaye de maximiser les chances pour que mon inter ou pour que mon récepteur, il me comprend. Mon objectif, c'est de réaliser cette compréhension. Les obstacles peuvent intervenir à tous les stades du processus de communication. Donc ici, comme tout à l'heure, nous avons vu les bruits, d'accord, peuvent être s'installer. Aussi, les obstacles, de même, ils peuvent intervenir à n'importe quelle étape du processus de communication. Donc ici, perception et cadre de référence constituent un filtre au travers duquel chaque interprète les informations, donc chacun interprète les informations à sa façon. Ce cadre ici de référence, on parle la même langue, mais pas toujours le même langage.
On va essayer donc de euh, comprendre plus ce cadre de référence. Alors, nous communiquons en nous référant à notre vision des choses, à notre éducation, à notre culture, à notre environnement, à notre expérience. Regardez les choses et les facteurs qui peuvent influencer cette communication. L'ensemble de ces éléments accumulés dans notre mémoire de façon inconsciente, gardez ça en tête, de façon inconsciente, nous avons tout un chapitre qui va parler donc de la conscience interne et de la conscience externe. Et nous allons donc comprendre plusieurs choses vraiment qui sont très euh, fascinantes. Alors, je répète, l'ensemble de ces éléments accumulés dans notre mémoire de façon inconsciente constitue ce qu'on appelle le système de référence. Les mots et les phrases qui codent le message reflètent le cadre de référence de l'émetteur. Ça, c'est clair. Donc ici, mon émetteur, lorsqu'il va coder son message, il va utiliser donc ses propres mots, ses propres phrases qui ont donc des sources de quoi? Qui viennent de son cadre de référence. Le récepteur, il va comprendre le message en fonction de son propre cadre de référence. Donc ici, mon récepteur, il va décoder et il va comprendre le message en utilisant son propre cadre de référence. Pourtant, celui-ci peut être très différent de celui de l'émetteur. Alors, ceci va nous amener à étudier donc les cadres de référence et les perceptions. Alors, ici, de quoi est composé? Il est composé donc de l'histoire, des valeurs, des croyances, des perceptions, des motivations, des niveaux intellectuels, des buts donc de chacun, d'accord? C'est propre à l'émetteur ou propre au récepteur. Si maintenant les cadres de référence, elles sont proches, ça veut dire que la communication, elle va continuer. Par contre, si les cadres de référence émetteur et récepteur, elles sont distincts, elles sont distants. Donc ici, la communication, elle est discontinue et elle peut donc être coupée ou interrompue. Alors, maintenant, on va parler du code. On a dit que mon émetteur, il va encoder mon message. C'est une action donc qui va lui permettre de construire son message, qu'il va ensuite l'envoyer et qu'il va donc et que mon récepteur ici, il va recevoir ce message-là et il va le décoder pour qu'il puisse le comprendre. Alors ici, une question qui se pose, c'est quoi le code? Le code, c'est l'ensemble de signes et de règles de combinaison de ces signes qui permet d'encoder et de décoder un message. On va plus comprendre ceci. Il y a ici trois situations. La première situation, c'est que le code de l'émetteur et le code du récepteur n'ont pas de signe commun. Donc ici, mon émetteur, il va envoyer son message. Il sera reçu par le récepteur, mais mon récepteur ne va pas comprendre. Exemple, un Chinois qui parle avec une Française qui ne connaît pas la langue chinoise. Est-ce qu'il y aura donc
Est-ce qu'il y a le terrain de compréhension, est-ce qu'il est favorable? Est-ce qu'il y a donc des signes communs dans cette communication? Non. Donc ici, je ne suis pas dans une situation de communication. Deuxième cas, c'est que mon émetteur, il va transmettre un message qui sera décodé par le récepteur. Dans cette situation, il existe des signes en commun. Ici, la communication, elle est limitée. Les messages, ils sont reçus, mais ils ne sont pas très clairs. Exemple, conversation entre un Français et un serveur chinois qui commence à peine à apprendre la langue française. Alors ici, le Français, il va lui demander d'avoir un boisson. Le Chinois, puisqu'il est en train encore de prendre le français, il aura donc une confusion entre la boisson, donc à boire, et le poisson. D'accord? Donc ici, il y a des signes qui sont communs, mais il n'y a pas la clarté n'est pas installée dans cette condition de communication. Le troisième cas, c'est que ici, les deux codes, ils se rapprochent et donc je suis dans une compréhension qui n'est pas vraiment totalement, euh, n'est pas une compréhension qui est totale à 100%, mais la compréhension ici, elle est plus large. Le message, il est reçu. Il peut aussi être mal compris, d'accord? Mais c'est la meilleure situation ici parce que les deux codes, ils ont une zone donc de croisement, ils ont une zone en commun. Par exemple, la diffusion d'un cours de haut niveau à des étudiants donc mal préparés à le recevoir. Ici, un proverbe, donc, ou une situation, pardon, si vous voulez qu'ils vous écoutent, parlez leur langage. D'accord. L'influence maintenant de la personnalité sur la communication interpersonnelle. Alors, lorsqu'on communique, gardez toujours en tête, s'il vous plaît, lorsque vous allez communiquer avec une personne, ça veut dire que vous allez vous adresser à toute la personnalité de l'interlocuteur. Qu'est-ce que ça veut dire, toute la personnalité de l'interlocuteur? La personnalité de l'interlocuteur, elle est composée de ses idées, de son ou de sa logique, de ses sentiments, de son conscient et de son inconscient. Donc, c'est tout un tas, d'accord? La personnalité, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important de prendre ça en considération parce que en prenant ça en considération, vous allez pouvoir vous adapter. Lorsque je parle d'adapter, ça veut dire lorsque vous allez essayer de transmettre un message à cette personne bien déterminée, vous allez penser 1000 fois aux mots, aux phrases, à votre ponctuation, comment vous allez dire ça, comment vous allez encoder, comment vous allez envoyer ce message à cette personne qui a des caractéristiques qui sont très importantes et très différentes des autres. Alors, ceci donc va nous amener à étudier l'iceberg de l'homme. Alors, c'est quoi l'iceberg de l'homme? L'iceberg, il y a deux parties, d'accord? À savoir la partie apparente, d'accord, de l'iceberg et la partie qui est cachée de l'iceberg. Donc, la partie apparente, elle est composée de la logique
de la perception et de l'esprit, donc qui va donc utiliser les opinions, les images et les informations pour pouvoir donner votre avis. Est-ce que vous acceptez ou vous rejetez donc un sujet quelconque? Et la partie donc inférieure de l'iceberg, donc qui est composée de tout ce qui est affectif, irrationnel, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est crainte, peur, conflit, les besoins vitaux, la motivation, euh, les différents types, donc ici de motivation, l'éducation. Et cette partie, elle est affectée par quoi? Elle est affectée par les perceptions et les interactions. Donc ici, la chose la plus intéressante, c'est que vous mettez en tête, lorsque vous allez communiquer avec une personne, vous devez essayer de savoir comment vous allez passer votre message pour minimiser les risques de malentendus. Et ça, donc, euh, et ça, tout en prenant en compte la partie cachée, 90% qui parle et qui concerne tout ce qui est psychologique, elle intervient dans le processus de communication, que ce soit pour l'émetteur ou pour le récepteur, que ce soit au niveau de codage ou de décodage, que ce soit au niveau de lecture, donc ici, et de compréhension, de communication non verbale. Donc ici, ça, c'est très important. D'accord? Et on a déjà dit que lorsque on change de récepteur, ça veut dire donc la personnalité, donc elle a un impact sur le processus de communication. Donc, lorsque je parle de la personnalité, je parle des attitudes, ça veut dire les savoirs acquis. Les savoirs acquis, ils vont nous aider à former nos propres idées. Ces idées, elles vont donc faire face par la richesse du langage, la variété de connaissances, les forces des arguments. La deuxième chose et la deuxième composante de la personnalité sont les motivations, les intérêts. Ces motivations, elles vont donner naissance à des sentiments. Et ces sentiments, ils vont donc faire surface en réaction spontanée et en rejet ou acceptation. Autre composante de la personnalité, le caractère et le comportement. Le caractère, il va influencer, donc, il influence l'intelligence de comment discuter et comment juger, et les comportements, elles vont influencer les attitudes. Les attitudes en communication seront, par exemple, l'agressivité, la sociabilité, la nature de l'écoute et l'empathie. Et nous sommes tous en train donc de voir des exemples de communication où l'agressivité, euh, elle s'installe, d'accord? Et ça peut euh, donc faire avancer la communication. Un jour, on est en train de parler de la communication non violente. D'accord? J'espère qu'on aura donc la chance de pouvoir étudier peut-être la communication non verbale ensemble. Sinon donc, essayer de lire là-dessus. Alors, les attitudes, les motivations, le caractère et les comportements font partie de la personnalité et ils influencent la communication. Alors, selon cette première partie de ce chapitre, les notions de base de la communication,
Alors, ce que nous avons pu comprendre et voir ensemble, l'importance de la communication, le processus de communication, et on a vu ensemble l'importance de la perception, le cadre de référence et le code dont la réalisation d'un processus de communication qui est fiable, qui est efficace. Et on va voir ensuite autre volet important du processus de communication. Et nous avons aussi vu ensemble l'importance de la prise en compte de la personnalité. Ça veut dire si je suis en train de communiquer donc face à un dirigeant, par exemple, d'une entreprise à l'international, ça c'est un cas, d'accord? C'est une personnalité euh, qui a donc des expériences, qui a sa propre logique, qui a ses idées, ses motivations, ses propres émotions. Donc, il y a toujours, en communication, il y a toujours la partie apparente, ça veut dire ce que vous êtes en train de voir et donc de votre récepteur, et la partie cachée. Et ici, donc, l'importance de la personnalité. Le 10% qui sont apparents et les 90% qui sont donc dans la partie cachée. Donc, tous ces paramètres-là peuvent, si on sait comment les traiter, comment les utiliser, on pourra alors améliorer notre communication, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Jusque-là, je souhaite donc que euh, vous avez et vous allez donc bien assimiler donc ces connaissances, ces premières connaissances, d'accord, sur la communication. Et sur cela, donc, on se retrouve dans la séance de panel de discussion. Merci à vous et à la prochaine.